Salut, c'est Franck Taluto. Je vous propose aujourd'hui un épisode qui sent bon les années 80 et 90. Mon invité est en effet John Sivbeck, qui a joué à Saint-Étienne de 1987 à 1991. Il est revenu sur cette période, mais aussi sur son passage à Manchester United avec les débuts d'Alex Ferguson et le titre de champion d'Europe avec le Danemark en 1992. Dessous de verre numéro 36, c'est parti! Bonjour John. Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je remercie aussi le collectif Socio Vert qui nous a mis en relation et qui a permis cette discussion. Je vais commencer par ça du coup. Vous avez accepté de soutenir leur projet. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche dont l'objectif est de faire entrer les supporters au capital de l'AS Saint-Étienne ? Non, mais seulement parce que j'ai eu des très très bons rapports avec Saint-Étienne et surtout avec le public à Saint-Étienne. Et j'aimerais bien supporter tout ce que je peux pour assister la façon que moi je peux le faire. On ne sait pas encore combien, mais au moins que je suis là pour aider si c'est possible. Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que vous êtes parti de l'AS Saint-Étienne en 1991 après y avoir joué 4 saisons. Est-ce que ce club et cette ville ont toujours une place particulière dans votre vie, dans votre cœur ? Ah oui, Saint-Étienne comme ville, Saint-Étienne comme club, toujours une très grande place dans mon cœur parce que j'ai passé 4 ans à Saint-Étienne et j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai des bons souvenirs, des bons résultats, des bons jeux, un club vraiment fantastique, une ville, à mon avis, sympa, avec des supporters fantastiques, à mon avis. Et donc, c'est pour ça que ça a toujours en place dans mon cœur. On va revenir bien évidemment en détail sur vos 4 années ici, mais je voudrais commencer par l'étape précédente. Vous avez donc commencé au Danemark et puis vous êtes parti jouer 2 ans à Manchester United. Quel souvenir vous gardez de cette période-là ? Ah oui, c'est aussi fantastique parce que c'était mon premier club. J'ai signé, je suis venu du Danemark, bien sûr, un grand club de Vejle. On était champion en 84. Et voilà, et Manchester, il m'a vu, je pense qu'il m'a suivi pendant plusieurs mois. Et enfin, il m'a signé là en décembre en 85. Et c'était vraiment une rêve. Je sais pas, on peut dire un rêve, mais c'était grand pour moi parce que Manchester United, même à l'époque-là, c'était un très bon club, un très grand club. Maintenant, c'est encore plus grand, je sais, mais à ce moment-là, c'était aussi un très grand club et j'étais vraiment fier de pouvoir signer dans un grand club comme ça. Et j'ai passé 2 ans là-bas, fantastique. Au début avec Ron Atkinson comme entraîneur, c'est lui qui m'a acheté. Et après, il y a ce Alex Ferguson qui est venu et j'ai resté avec lui 1 an. J'ai joué avec lui 1 an et c'était vraiment un grand souvenir pour moi aussi d'avoir joué avec lui comme un manager, on peut dire. J'avais noté ce point-là parce que c'est devenu même une légende ensuite avec Manchester. Bon, il avait déjà gagné avant avec Aberdeen en Écosse. Comment vous avez vécu ces premiers pas à Manchester ? Est-ce que vous pensiez qu'il était capable de redresser le club de cette façon-là ? On savait bien qu'il a fait de bons résultats à Aberdeen et on savait que c'était un très bon entraîneur. Mais venir dans un club comme Manchester, c'est toujours difficile aussi pour un entraîneur. Et au début, c'était pas on n'a pas eu de très bons résultats au début, même des années après. Je pense que ça a duré après 4 ans avant on a vraiment vu que
qu'il il a formé une très bonne équipe. Mais au début, c'était aussi difficile pour lui. Mais il est venu avec ses idées et il a changé beaucoup de choses au début. Et ça dure toujours du temps de changer une équipe comme ça. Et moi, je suis heureux que j'ai resté là un an avec lui. Et voilà, c'est un très bon souvenir pour moi parce que c'est un homme, c'est un entraîneur qui est fantastique. C'est la seule chose que je peux dire. Au-delà d'avoir dirigé et gagné avec des grands joueurs, il était célèbre aussi pour ses coups de gueule. Est-ce que vous avez expérimenté le hair dryer? Oui, 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 j'ai expérimenté ça. C'est tout le monde. Ça, c'est un peu son façon et ça a duré, bon, 10 secondes, 20 secondes. Après, c'était fini. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et ça fait partie de son façon à entraîner, à mon avis. Et il faut accepter ça comme joueur. Tu peux rien dire parce qu'après, il a obtenu des résultats. Et c'est ça qui compte à la fin. Ce club-là de Manchester, il a aussi vécu une catastrophe en 1968. Est-ce que, alors 17 ans s'était passé au moment où vous êtes arrivé, mais est-ce qu'il y avait encore un traumatisme suite au crash aérien qui avait vu pas mal de joueurs de l'équipe première perdre la vie? Ouais, ça fait partie de l'histoire de ce club. Et bien sûr, au Old Trafford, il y a toujours le mémoire de cet incident et tout le monde est malheureux de ce truc. Mais bon, c'est passé et maintenant il faut vivre en avant. Vous avez donc joué 2 ans dans le championnat anglais qui ne s'appelait pas encore Premier League comme aujourd'hui. Non. Comment Ouais. était le jeu? Parce alors moi j'ai pas forcément connu, mais on parlait beaucoup du kick and rush. Est-ce que c'était Oui, ça à votre époque? oui. Ouais, c'était plutôt kick and rush parce que à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans les clubs, dans l'Angleterre d'ailleurs, et parce qu'il y avait des limités d'étrangers. On a eu à Manchester, on avait 2 ou 3. Il y a Jasper Olsen, un autre Danois, et moi qui étais étranger. Les autres, c'était les Écossais, les Wallisais, les Anglais, et voilà. Et c'est vrai que le jeu, c'était un peu kick and rush. Mais bonne expérience, je veux dire. C'était différent parce que moi, j'ai venu du Danemark. Et au Mhm. Danemark, on joue un peu comme on connaît maintenant. On joue beaucoup avec des ballons, proche de jeu et tout ça. Mais quand je suis venu à Manchester, c'était différent et il faut un peu de temps d'adaptation parce que là, c'était peut-être un peu kick and rush. Même si à Manchester, c'était peut-être pas comme à Watford ou des autres équipes qui jouent un peu de façon-là, mais c'était différent. Et au niveau du contact avec les adversaires, parce que on a beaucoup entendu parler d'équipes comme Wimbledon qui étaient très dures, très agressives. Vous avez ce souvenir-là des combats? Oui, ah oui, 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 c'était très dur, physiquement très dur, un jeu très dur. Il faut s'adapter. Et c'était pas facile, je peux le dire, mais parce que moi j'ai fait mon début à Anfield contre Liverpool Ah oui. et, Qui est l'ennemi de Manchester United? voilà, voilà, et voilà, j'ai joué au milieu, un peu à droite là, parce que j'ai arrière droit, mais j'ai joué plus un peu plus avancé au milieu. Et j'ai pas touché beaucoup de ballons, faut dire la vérité. Hein. On a fait 1-1 et c'est un match. On a vu les ballons en air et on n'a pas touché beaucoup. Et ouais, c'était très spécial pour moi de jouer un match comme ça. Qu'est-ce que vous êtes dit en sortant de ce premier match? Bon, c'était un grand match parce qu'il y avait passé beaucoup de choses avant le match, après le match, il y avait un peu des bagarres et tout ça, mais et, je pense que toujours tu réfléchis un petit peu et tu dis où est-ce que j'ai venu, qu'est-ce que c'est comme jeu, et voilà, c'était un peu c'est ce que j'ai pensé. Mais après, j'ai adapté, les gens ils étaient très gentils là-bas et il n'y avait pas de problème, pas du tout. C'est une période où dans les tribunes c'était un peu compliqué. Là, c'était l'époque des hooligans. Les clubs anglais ont même été Oui, suspendus de Coupe d'Europe, je crois 4 ou 5 ans à ce moment-là. oui, Comment vous oui. l'avez Oui. vécu, vous, de l'intérieur?
c'était un peu une grande surprise pour moi que des gens ils pouvaient faire des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était un peu comme c'était, tu pouvais rien faire comme joueur. Malheureusement, on ne pouvait pas jouer l'Europe. C'était dommage, mais ça fait partie des règles et il faut accepter des trucs comme ça. Mais c'était dur à voir des mecs hors du stade se battre et tout ça. C'était pas. Moi, j'ai vraiment difficile à comprendre pour moi parce que je suis venu du Danemark et j'ai jamais vu ça. Donc, Vous l'avez vu de vos propres c'était. yeux? Oui, oui. Oui, j'ai vu avec deux supporters qui s'en battent dehors du stade et tout ça. Bon, c'est comme ça. C'est un souvenir, mais pas vraiment un bon souvenir. Je vais en venir à votre période stéphanoise. Qu'est-ce qui fait finalement que vous partez de Manchester en 1987? Il y avait beaucoup de choses qui faisaient ça, mais surtout, je pense que c'était en été, ça va être 87. Et Ferguson, il a acheté Viv Anderson, l'arrière droit du Arsenal. Je pense qu'il a joué à Arsenal. Il était dans l'équipe nationale anglais. Et il l'a acheté. Donc, comme arrière droit, c'était mon poste. Je savais bien que ça va être difficile à jouer régulièrement. Et j'ai parlé avec Ferguson. Il m'a dit, mais écoute, moi j'aimerais bien que tu restes, mais je ne peux pas te promettre de jouer tout le temps, parce que j'ai acheté Viv Anderson et je préfère peut-être lui, il était un peu plus défensif que moi, et c'est ça ce qu'il a préféré, je pense. Mais il a dit que tu peux rester, tu vas avoir des matchs, bien sûr, mais pas comme titulaire tout le jour. Et voilà. Et à l'époque, là, bon, il y avait un peu de rumeurs avec Saint-Étienne, notre club aussi. Et à la fin, il y a une offre de Saint-Étienne. Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien de y aller. Un autre très grand club, un autre club avec des histoires. Et voilà, j'ai décidé de y aller. Et c'est peut-être un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma carrière parce que c'était vraiment ça a tourné un peu. Je sais pas, ça a pas tourné tous, mais c'était vraiment. Au début, c'était difficile parce que je parlais pas les langues. Et il y avait pas beaucoup de gens à Saint-Étienne qui parlent anglais, mais on a eu des très bonnes amis là-bas qui nous a aidés. Il y avait Patrice Carande qui était marié avec une Danoise. Et eux, ils nous aidé vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, c'était plus facile quand tu as quelqu'un autour qui peut aider au début. Saint-Étienne avait joué la finale de la Coupe d'Europe 11 ans auparavant, mais aussi passé par la deuxième division. Est-ce que c'était encore un grand club à l'époque, pour un international comme vous? Ah oui, bien sûr. C'est un club très connu, surtout parce que Platini, il était là, le plus grand joueur de l'Europe. Il est venu de Saint-Étienne. Et voilà, tout le monde connaît Saint-Étienne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un très grand club. Vous avez pris des conseils, demandé des avis avant de signer ici? Non, pas du tout. Ça a passé assez vite, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de même réfléchir, mais même de prendre des informations. Dans ce podcast, j'aime bien les petites anecdotes. Comment s'est passé le contact? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile. On peut envoyer un SMS, téléphoner par WhatsApp. Au milieu des années 80, comment ça se passe pour qu'un club français entre en contact avec vous? Est-ce que quelqu'un en particulier se déplace? On vous envoie un Oui, non, mais je pense que vous connaissez tous Pierre Garonner. Bien sûr. Recruteur historique. Oui, voilà. Et il m'a vu aussi quand je jouais au Danemark. Et j'ai lui rencontré plus Geoffroy parce qu'il était au Danemark voir des matchs. Et c'est lui
qui m'a contacté encore et me disant que, écoute, tu veux venir à Saint-Étienne? Et moi, j'ai dit peut-être. On ne savait pas à l'époque. Et bon, à la fin, on a fait. Donc ça a passé très vite, d'ailleurs. C'était Pierre Garon, hein, qui fait tout ça, je pense. En arrivant de Manchester United, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais dans l'organisation du club, le niveau du championnat français, la langue, le climat? Surtout la langue, je pense que ça c'était difficile pour moi au début. Mais après 6 mois, ça a commencé à être mieux. Et le football, c'est ce que je voulais parce que ça joue plus au ballon. Tactiquement, c'était bien. Et on avait Robert Abin comme entraîneur, un très bon entraîneur aussi. Donc, non, c'était tout bien pour moi. Là, il y avait peut-être la langue qui m'a gêné un petit peu, mais tu sais, il faut jouer avec les pieds et pas la tête. Des fois avec la tête aussi, mais c'est tout avec les pieds. Vous avez connu une très bonne première saison puisque vous finissez 4e. Ça a été un petit peu plus compliqué ensuite. Quel bilan vous faites de ces 4 saisons? Non, je pense que la raison que j'ai de très bons souvenirs aussi, c'est qu'on a fait. C'est toujours important de commencer bien quand tu changes un club. Et voilà, on a fait un bon saison en première année, et ça compte aussi. Je pense que c'est important pour les gens comment tu te reconnaître et toi-même des souvenirs pour toi. Donc c'était important. Et après, c'était vrai. C'est vrai, c'était plus difficile, mais j'ai toujours gardé des bons souvenirs, même si des années où on n'a pas vraiment fait des bons résultats. Mais j'ai toujours aimé les clubs, j'ai toujours aimé le public, les gens autour du club, le joueur qui était là. Non, mais je ne sais pas comment je peux le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touché beaucoup le 4 ans que je restais là. J'ai enregistré un épisode de ce podcast avec Yvon Pouliquin, qui a été votre coéquipier de 2 ans, qui est devenu agent lui aussi d'ailleurs. Et il me disait que son principal regret à Saint-Étienne, c'était la demi-finale de Coupe de France en 1990 contre Montpellier. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous est resté en travers de la gorge? Oui, c'était après ce match que je pense qu'Abin, il est parti, non? Je pense que c'est ça. Et voilà, ça a touché ça a touché tout le monde. Je pense qu'on a perdu parce que c'était une grande occasion de venir en finale. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est le football. J'ai cité Yvon Pouliquin, vous avez parlé, vous, de Patrice Garande. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous ont marqué ici à Saint-Étienne? Que ce soit sur le terrain ou en dehors, d'ailleurs? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas dire tous les noms parce qu'on ne m'appelle pas tous. Mais il y avait Witzke, il y avait Alain Geiger, Carsten Deutsch qui était là aussi, il y a l'attaquant, je ne me rappelle plus le nom, Philippe qui jouait avec 40. Sibeuf, voilà. Il y avait des jeunes aussi qui sont venus, Camara. Non, mais sur 4 ans, ça passe beaucoup de joueurs. C'est très difficile à dire tous les noms, mais il y en avait beaucoup. Est-ce que vous êtes resté en contact avec certains depuis? Oh, on est resté au début, bien sûr, mais maintenant, il n'y en a plus. Mais au début, oui. Au début, 40, Witzke, Geiger. On a eu aussi des amis d'or du foot. On reste toujours en contact avec eux. Donc, toujours les bons souvenirs, heureusement. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de tourner la page en 1991 pour signer à Monaco? Très difficile à dire, parce que, bon, on a changé l'entraîneur. Je pense que c'était Christian Saramagna qui reprit le club. Et j'étais en vacances, d'ailleurs, au Danemark. Et j'ai eu un
que des fils je me rappelle plus, c'était le président ou Christian Saramagna, qui m'ont dit qu'ils préféraient si je pouvais trouver un autre club. Ils comptent plus sur moi, voilà. Et c'est comme ça, ça a venu. Et j'ai parlé avec le président Laurent et on s'est mis d'accord pour que je parte. Et après, il y avait Monaco, il y a aussi autre club qui m'a demandé, mais à la fin, je signe avec Monaco. J'ai l'impression à vous entendre que partir de Saint-Etienne, c'était pas forcément ce que vous aviez en tête à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'avais un contrat encore pour 2 ans. Et voilà, parce qu'on aimerait bien rester à Saint-Etienne. Comme j'ai déjà dit, tout était parfait à Saint-Etienne. Donc, à mon avis, je devais rester là longtemps. Mais le football, c'est comme ça change tous les jours. Et voilà, et j'ai eu cette occasion de partir à Monaco. Et je l'ai pris. Donc, et je sais pas, bon, regretter, on peut pas dire ça, mais Monaco, c'est quand même aussi un grand club. Et il y avait Arsène Wenger, un autre très grand entraîneur. Donc, on a fait une très bonne saison à Monaco. Finissait deuxième, on était en coupe finale d'Europe, comment s'appelle ça? La coupe des vainqueurs de coupe? Voilà, Ça c'est ça. n'existe plus C'est ça. aujourd'hui. Bon, on a perdu contre Werder Bremen en finale à Lisbonne. Et bon, il y avait la catastrophe à Bastia, parce qu'on devait jouer la finale de la Coupe aussi cette année, mais c'était annulé. Et voilà, on a fini deuxième. Après, c'était Marseille qui gagnait, je pense, cette année. Ouais. Et du coup, Saint-Etienne, en vous demandant de partir, à un an près, a manqué l'occasion d'avoir un champion d'Europe dans ses rangs? Oui, mais oui, mais comment je peux dire? Ouais, j'ai fait un bon saison à Monaco d'abord. Et après, il y a eu cette occasion avec l'équipe nationale du Danemark de partir en Coupe champion d'Europe en Suède à la cause de la guerre du Yougoslavie, parce qu'on n'était pas qualifiés. Alors on a fini justement, deuxième. Justement, je voudrais que vous nous racontiez ça, parce que le temps a un peu gommé tout ce qui s'est passé autour, et la légende veut que vous étiez tous en vacances, qu'on vous appelle au dernier moment et que vous gagnez la compétition. A priori, de ce que j'ai lu en préparant, ça s'est pas forcément passé exactement comme ça. Non, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est presque la vérité, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, surtout qui ils ont joué en Angleterre, ils étaient déjà en vacances, même eux qui ont joué en Allemagne, ils étaient en vacances, mais moi, j'étais toujours à Monaco. Je pense que le championnat finissait assez tard et j'étais pas parti en vacances encore. Et voilà. Mais c'était un peu une grande surprise pour nous parce que je pense qu'on avait 15 jours se préparer pour ce championnat. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Il faut peut-être un petit peu plus. Mais c'est bien fini, on peut dire. On a eu un peu de l'agence et on a bien joué, on se bat vraiment pour tous et on a gagné à la fin. C'est historique, mais c'est aussi fantastique le façon qu'on l'a fait. Comment s'est passé les retrouvailles entre vous? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier en se disant on a la chance de faire cette compétition, c'était pas prévu et on croque dedans à fond? Voilà, à ce moment-là, je pense qu'on a tous dit, mais il faut se vraiment mettre ensemble et essayer de faire le mieux possible. Faut pas perdre tous les matchs 3-4-0. Il faut essayer de se gérer bien au, au match. Et bon, on a fait le premier match contre l'Angleterre. On se disant, ça va être un match très difficile. Mais on a fait 1-1. On a perdu contre la Suède le deuxième match.
Et le troisième match, on devrait gagner pour se qualifier pour la semi-finale. Et on a gagné contre la Et France. oui, de Jean-Pierre Papin. Oui. Oui. Et contre la France, parce que la France était vraiment mon pays. Et j'y vivais en France et je connais tout le monde. Et c'était un peu, je ne sais pas si difficile. Je suis heureux, bien sûr, quand on a gagné, mais j'étais un peu malheureux pour la France, pour les coéquipiers que j'ai eus en France. Mais aussi, encore une fois, c'est le football. Il faut vivre avec, il faut les accepter. De l'intérieur, vous vous êtes rendu compte de ce que vous étiez en train de faire au fur et à mesure? Non. Parce que sans vous faire offense, le Danemark n'était pas considéré comme il l'est maintenant. Non, pas du tout. Je pense que c'était surprenant pour tout le monde. Mais le jour qu'on a gagné contre la France, on était déjà en demi-finale et je pense que tout le monde l'a dit, super, le Danemark pour être qualifié pour une demi-finale. Et contre Hollande, une autre grand pays, voilà, comment on peut le battre. Et encore une fois, on a fait tout, on a eu un peu de la chance, faut le dire aussi, parce qu'on a gagné sur penalty. Et voilà, on était en finale. Et bon, en finale, on ne sait jamais ce qui se passe. Et c'est pareil contre l'Allemagne, qui était grand favorite. Et bon, on a gagné 2-0. Je ne sais pas comment on a gagné, mais on a fait un bon match. On a fait tout pour gagner. Et à la fin, on a gagné. Maintenant qu'il y a prescription, est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée d'après-match et puis le retour au pays surtout? C'est très difficile à dire comme ça en radio parce que il faut voir des images. On pense que c'était énorme, c'était immense, c'est vraiment difficile à expliquer parce qu'il y avait tout le Danemark, toute l'Europe peut-être qui était un peu surprise qu'on a gagné et le retour au Danemark après le match, le jour d'après parce qu'on a fait la fête après le match, après le final, après la victoire. Et le retour, le lendemain, était fantastique. On était vraiment reçus comme des rois, des héros. Et voilà, c'est la façon que je peux l'expliquer. Il n'y a pas autre mot à dire. Sportivement, c'est le moment le plus fort que vous avez vécu de votre vie? Ah oui, bien sûr. Gagner champion d'Europe comme ça, c'est vraiment c'est un très grand souvenir, c'est historique. Mais aussi tous les peuples au Danemark qui étaient avec nous et tout ça, ça m'a touché beaucoup et ça touche toujours d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours des gens qui parlent de ça, même si ça fait 30 ans maintenant. Mais tout le monde se reconnaît d'où il était au jour où on a gagné. Vous avez arrêté avec la sélection juste après, vous avez continué encore un petit peu? Non, je continuais. Mon dernier match en sélection, c'était en novembre 92. Donc 3-4 mois après, je m'arrêtais. Vous avez quitté aussi Monaco cet été-là, vous êtes allé faire une année en Italie à Pescara et puis vous êtes rentré au Danemark. 2 années à 2 Pescara. années, d'accord. C'est pareil, un peu quand je suis parti de Saint-Étienne. J'ai eu la possibilité de prolonger mon contrat à Monaco pour 1 an, mais il y avait aussi le limite des étrangers là, parce qu'on avait 4 et ils ont fait signer Klinsmann. Donc on avait 5, on pouvait jouer avec 3. Et bon, j'ai eu cette occasion de partir en Italie et j'ai pris ce soir, même si c'était peut-être pas moi je peux le dire maintenant, c'est peut-être pas le vrai choix, mais j'ai eu 2 ans là-bas. Bonne expérience, pas forcément avec beaucoup de succès. On a joué, la première année, on a joué en Serie A.
contre des grandes équipes comme AC Milan, Juventus, Inter, Napoli, voilà, et Naples, et voilà, ça, c'est le très, très, très bon souvenir. Mais après, on a descendu en série B, et même en série B, on a eu des difficultés. On s'est sauvé je pense que c'était les derniers matchs en série B, on se sauvait, parce que si on est passé en série C, c'était vraiment la catastrophe. Donc, avec un club il y avait beaucoup de difficultés avec un président qui était un peu particulier, on peut dire. Et les choses ne fonctionnent pas comme l'habitude à Saint-Étienne ou à Monaco, où toutes des choses réglées et en place. Donc, en Italie, c'est un peu différent, on peut dire ça. Dans l'organisation du club au quotidien, vous voulez dire? Oui, oui, oui. Tous, la façon de vivre, la façon de voir des choses, peut-être pas assez sérieux, le salaire toujours en retard, et voilà, tous des trucs comme ça qui fait que tu penses trop à autre chose qu'au football. Ouais, parce qu'à l'époque, la Serie A était quand même considérée comme le meilleur championnat du monde. Oui, non, c'est pour ça que je suis parti, parce que ça m'a touché beaucoup d'avoir une expérience comme ça, jouer en Serie A. J'étais déjà en Angleterre, en France, et maintenant Italie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce soir. Et je savais que c'était un petit club qui vient de monter en Serie A, mais bonne expérience. Je pouvais signer 2 ans. À Monaco, c'était seulement 1 an. Et voilà. À mon âge, je pense que c'est aussi ça qui compte des fois. J'étais 31 ans et voilà. Vous avez donc pris votre retraite à 36 ans après une dernière expérience au Danemark. Quel bilan vous faites de votre carrière? C'est vous qui avez fait le choix de prendre votre retraite à ce moment-là? Oui, parce que j'avais 35 ans, presque 36. Et mon bon-père, il a une grande entreprise ici à Baille, où j'habite. Et c'était vraiment... c'était dans les plans que moi, je devrais entrer dans cette entreprise. Et voilà, et j'ai décidé de le faire 7 ans-là, parce que 35, j'ai fini vraiment au plus haut niveau que je pouvais. J'étais bien physiquement même. J'ai fait une bonne année à IGF où j'ai fini. Et voilà, j'ai jamais décidé d'arrêter, même si je pouvais jouer encore 1 an. Mais des fois, tu dois faire des choix dans ta vie. Et voilà, j'ai fait ce choix-là. Et moi, je vous retrouve aujourd'hui agent de joueur. Donc, comment s'est passée la transition entre l'entreprise familiale et votre carrière actuelle? À quel moment vous êtes revenu dans le Simplement foot? parce qu'on a vendu l'entreprise. Et j'ai eu des contacts en Angleterre avec des agents, un de mes amis, Jesper Olsen, et il m'a demandé si je pouvais aider ici au Danemark. Et c'est pour ça, c'est comme ça, c'est commencé. Et j'ai continué comme ça. Et quand j'ai vendu l'entreprise, voilà, c'était plus facile, rester dans le foot, aider un peu des jeunes, voilà, pour guider la carrière et tout ça. Comment vous concevez justement votre métier? Parce que j'ai regardé un petit peu votre parcours avant et j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup avec des jeunes Danois. Oui. Oui, j'aime bien travailler avec des jeunes pour les former, pour les dire comment faire si tu vas à l'extérieur, à l'étranger. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille et j'aime bien. On a beaucoup de... Comment je peux dire ça? Parce que notre métier est pas très haut côté, si on peut dire ça. Je sais pas comment je peux l'expliquer, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup des gens qui parlent très mauvais de ce métier. Et ça me touche beaucoup parce que moi, je suis pas comme ça comme homme. Mais j'aime bien ce que je fais comme travail, surtout les jeunes, les négociations, parler avec des clubs, parler la langue. J'ai toujours contact avec des clubs en France, en Angleterre, en Italie. C'est ça que j'aime bien. Donc,
Au début de la discussion, vous disiez justement que vous aimeriez bien donner un coup de main à Saint-Etienne. Est-ce que vous avez quelques noms à souffler au club sur des jeunes Non, mais jeunes Lillois? c'est très difficile là, parce qu'il faut vraiment avoir des. Pour jouer en France, un championnat qui est très coté, très forte, c'est pas facile de venir jouer dans un championnat comme ça. C'est pour ça on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent venir, même si on a vu les dernières années qu'il y a des bons joueurs qui jouent en France, même des Danois. Mais bon, j'aimerais bien aider, bien sûr, mais je ne sais pas comment je peux le faire. Il faut trouver des joueurs qui aiment à Saint-Étienne aussi. Ça, c'est important. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a le fils, alors je ne sais plus si c'est le fils de Michael ou de Brian Laudrup qui était venu jouer à Saint-Étienne. Est-ce que c'était par votre intermédiaire ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais un peu surpris moi-même parce qu'Andreas Laudrup, il s'appelle, il n'a pas resté longtemps, à mon avis. Hein. Non, il a très peu joué. Oh, oui. Non, mais je pense que les gens au Danemark étaient un peu surpris qu'il pouvait signer dans un club comme ça. Parce qu'il a fait une bonne carrière, il était un talent à Nordirland, mais aller à Saint-Étienne dans un grand championnat est pas facile, je peux le dire. Donc, il faut se former, il faut peut-être aller plus tôt pour s'adapter et développer comme ça. D'accord. J'aurais pu vous poser la question un petit peu plus tôt, mais ça fait longtemps maintenant que vous avez quitté la France, mais votre français est toujours excellent. Est-ce que vous avez gardé dans votre vie quotidienne des habitudes françaises? Oui, non, mais j'adore la France et je viens chaque année en vacances en France. Et je sais pas si je parle bien en français, mais j'essaye de le faire plus bon que je peux. Et voilà, j'aime la langue, j'aime le pays, j'aime tous. Donc c'est pour ça que je reviens toujours quand je peux et j'adore ça. Est-ce que vous êtes revenu à Geoffroy Guichard ces dernières années? Malheureusement, non. Ça fait, je ne me rappelle plus, ça fait peut-être 304 ans que je suis venu là-bas. Mais ça m'a toujours quand je passe devant le stade. Et c'est toujours des bons souvenirs qui viennent dans ma tête. Bon, est-ce qu'on aura la chance de vous y voir peut-être l'été prochain ou dans 2 ans? J'espère bien. J'ai promis même à ma femme que j'ai dévoilé à Saint-Étienne pour visiter les amis bientôt. On ne sait pas quand ça va être passé, mais bientôt, j'espère. Bon, et bien écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer de visu à cette occasion. Et en attendant, oui, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. C'était vraiment Non, très c'est moi plaisant. qui dis merci et je vous en prie. À bientôt, John. Bonne journée à tous et bon, j'espère tous bien pour surtout à Saint-Étienne parce qu'il les mérite. Merci à John pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, merci de la partager à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!